Hé, Kozas, regarde. Je suis en pleine forêt dans le parc national de Pongara. Eh oui, 14 ans après l'exploration de notre forêt par Mike Fay, j'essaie de relever son défi. Mais t'es dingue! Cet explorateur scientifique a parcouru plus de 3000 km à pied pour découvrir les richesses de notre forêt. Et puis, t'aurais au moins pu mettre une paire de baskets. Il y a plein de bestioles là-bas. Hein? Tu ne crois pas si bien dire, Kozas. Regarde ce mille-pattes. Ici, ça grouille d'animaux de toutes sortes. C'est justement pour ça qu'on a créé les parcs nationaux, Gladys, pour protéger cette nature extraordinaire. Et vu ton élan, j'ai l'impression que tu es parti pour explorer les 13 parcs. Je ne suis pas prêt de te revoir, dis donc. Maintenant, Kozas, je n'en suis qu'à mon premier parc. Mais une chose est sûre, je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas compris tout ce qui se cache derrière ces parcs nationaux. Et je compte sur ton aide, bien sûr. Pas de souci, Gladys. Sache tout d'abord que le Gabon est doté d'un immense bassin forestier qui recèle 85% de la biodiversité d'Afrique centrale. C'est donc pour protéger ces espèces de la faune et de la flore que le pays a créé un réseau de parcs. Chers amis, au cours donc de ce numéro consacré aux parcs nationaux, nous plongerons au cœur de la forêt pour y découvrir une incroyable biodiversité, un véritable potentiel pour le tourisme. Question, que faire de ces trésors? Eh bien justement, l'une des solutions est de miser sur l'écotourisme, bien sûr. Et c'est ce que le Gabon est en train de faire. L'écotourisme se présentant comme un véritable relais de croissance et de création d'emplois, nous en parlerons. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le développement du tourisme dans les parcs ne pourra se faire sans qu'on mette un terme définitif au braconnage. Regarde, Kozas, je me trouve sur une des savanes de Pongara. Ici, comme dans tous les parcs nationaux du Gabon, le paysage est à couper le souffle. Mais bon, dis-moi, Kozas, comment ils se sont créés tous ces parcs nationaux? Ils représentent tout de même plus de 10% du territoire du Gabon. Remettons les choses dans leur contexte. La forêt du bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale au monde après l'Amazonie. Elle englobe les forêts de 6 pays, dont celle du Gabon. Plus de 80% du territoire gabonais est recouvert de cette forêt luxuriante. Et c'est pour préserver la faune et la flore de cette forêt que 13 parcs nationaux ont été créés et répartis sur tout le territoire. Mais bon, tu ne m'as toujours pas dit comment se sont créés tous ces parcs. En fait, c'est grâce à l'exploration de Mike Fay que notre défunt président Omar Bongo Ondimba a pris conscience de la valeur de cette incroyable biodiversité. Donc, en 2002, alors qu'il participe au sommet mondial de la Terre en Johannesburg, il prend l'engagement de protéger cette nature en créant les parcs nationaux. Mais comment est-ce qu'on a décidé que les parcs seraient à tel ou tel endroit? Les frontières des parcs ont été dessinées en fonction de leur intérêt. L'observation des gorilles au parc d'Alolopé ou de Moukalaba-Doudou, les tortues luttes à Mayumba, les éléphants à Minkébé, les hippopotames à Luango. Sans compter toutes ces espèces végétales endémiques des monts de cristal et les trésors archéologiques du parc de l'Alopé. On a aussi évité les zones peuplées, même si on y trouve parfois des villages, souvent dans la zone tampon, c'est-à-dire en périphérie du parc. Mais dis donc, Kozas, toute cette faune et cette flore ont l'air d'être un atout considérable pour attirer les touristes au Gabon. Je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le professeur Lee White. Il est biologiste et c'est le père fondateur des parcs nationaux avec Mike Fay. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, et si vous nous parlez de la biodiversité du Gabon, elle est si incroyable que cela? Absolument, unique au monde. C'est la forêt la plus riche de l'Afrique. En fait, tout est lié au changement climatique. Pendant les âges de glace, la forêt a reculé dans les zones qu'on appelle les refuges, comme les arches de Noé. Ah, d'accord. Et les deux plus grands refuges de la forêt tropicale en Afrique, c'était au Gabon, c'était dans les monts de cristal et le massif de Chaillot.
Est-ce qu'il y a des animaux, ou du moins, est-ce que vous pouvez me citer 5 animaux qu'on rencontre à coup sûr lorsqu'on vient dans des parcs nationaux? Pour moi, les espèces emblématiques au Gabon, il y a l'éléphant de forêt, il y a le gorille, le patron de la forêt. À côté du gorille, il y a le chimpanzé. On partage 88,5% de notre ADN avec les chimpanzés. Après, parmi les antilopes, le plus beau, le plus fort, c'est le bongo. Bongo. Ça fait sourire les gens au Gabon. Après, parmi les singes, le mandrill, le mâle qui a un visage coloré, blanc, bleu, rouge. Et après, le Gabon, c'est le seul endroit sur la planète où on peut voir les éléphants qui marchent sur la plage. De temps en temps, le gorille sur la plage, avec les baleines à bosse derrière qui sautent. Donc, c'est des spectacles de la nature qui sont complètement uniques. Sans oublier la vipère du Gabon, qui est très connue. Qui est très connue, mais qu'on trouve partout en Afrique. Ah oui? Ouais. Oui, d'accord. On se rend compte que c'est une piste beaucoup fréquentée par les éléphants. Il y a beaucoup de crottes. Oui, c'est une petite piste d'éléphants. C'est ce qu'ils utilisent pour venir vers la plage. Est-ce que l'éléphant détruit tout sur son passage? Il ne détruit pas, Il fait quoi? c'est un architecte. C'est comme un paysagiste. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour créer des zones comme des parcs nationaux pour protéger nos animaux? Il faut dire, dans la culture traditionnelle, que c'est des Bantous ou des Pygmées au Gabon, il y a une notion de conservation, de préservation. On a toujours eu les forêts sacrées. On a toujours eu des tabous, des espèces qu'on ne pouvait pas chasser. Pour moi, les parcs nationaux et les autres types de réserves, ce sont les forêts sacrées de notre monde moderne, où les pressions sont beaucoup plus fortes. Donc il faut les forêts sacrées qui sont un peu plus grandes si on veut préserver la nature. Tout le monde a entendu parler de la réserve de Wangawangé, la réserve présidentielle. C'est une réserve de faune. Mais tout ça, c'est réglé pour assurer qu'il y a un développement durable pour maintenir les écosystèmes. Kosas, je ne comprends plus rien. Pourquoi avoir créé des parcs nationaux s'il existait déjà des réserves pour protéger notre écosystème? Très bonne question, Gladys. En fait, légalement, les réserves naturelles peuvent être déclassées afin d'autoriser des exploitations forestières ou minières, mais toujours dans un souci de développement durable, bien sûr. À l'inverse, la législation sur les parcs nationaux est plus stricte et interdit toute activité économique qui dégraderait l'environnement. Donc, seul le tourisme est autorisé. On a le droit de regarder, mais pas de toucher. Mais une chose est certaine, tous ces beaux paysages laissent présager un avenir de très bon augure pour l'industrie du tourisme au Gabon. Mais le mieux, c'est d'aller voir ce qui se passe directement sur le terrain, Gladys. Bonjour mon colonel. Alors il est prêt, le plan de vol? Tout est prêt, la météo est favorable, on peut y aller. Alors c'est parti, direction le parc de Moukalaba-Doudou. Effectivement, Kosas, ici le tourisme se développe. Mais attention, pas n'importe lequel. Le Gabon veut jouer la carte de l'écotourisme. Et je suis à l'endroit idéal au parc de Moukalaba-Doudou pour en faire l'expérience. Bonjour Jocelyn. Bonjour Gladys. Je suis ravie de rencontrer un éco-guide. Alors, explique-moi concrètement, c'est quoi le concept d'écotourisme? En fait, l'écotourisme, c'est une forme de tourisme qui est pratiquée pour aller à la découverte de milieux naturels qui sont restés préservés pour participer à la protection de ces milieux, mais aussi à la valorisation du patrimoine naturel et historique des communautés qui vivent en périphérie. Quelle est la différence qui se fait par exemple au Kenya dans le safari en 4x4 et ce qu'on propose ici au Gabon? Au Gabon, particulièrement à Moukalaba, le touriste, en fait, il va à la rencontre de la faune, en fait. Ils ne viennent pas que pour voir les grands mammifères, ils viennent aussi pour voir le petit insecte qui peut se faufiler sous une feuille, le petit papillon qui peut être en train de passer. Donc, ça grouille de vie. Et quand on s'arrête un moment pour découvrir avec un autre regard la nature qui nous entoure, on repart époustouflé de souvenirs et qui restent à jamais gravés dans la mémoire. Si ça te tente, je t'emmène faire une expérience d'écotourisme. Et comment? Ça te va? Allez.
Waouh! Tiens, Gladys, regarde Émile Patte. Oh ouais. Ah, il est beau. Il a de belles couleurs. Waouh! Il faut vraiment faire attention lorsqu'on marche. Hein. Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Tu me rassures que rien ne va se passer? Non, rien ne va se passer. Oh rassure-toi. Bon, d'ailleurs, je vais t'en débarrasser. C'est mieux. Alors, là, Gladys, on a 2 arbres très intéressants. C'est le Niové. Le Niové, en fait, a la particularité d'avoir une sève rouge qui ressemble à de la bétadine, à du sang même, très rouge. Je vais te montrer. C'est un antiseptique naturel et au bout de 2-3 jours, la blessure commence à cicatriser. Sérieusement? Naturellement. Le Niové, j'ai retenu, si je me blesse en forêt, ça c'est une évidence, Ouais. je saurais quoi faire. Ouais. On continue? Oui. Là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Le gorille aime bien manger la racine Ah d'accord. de l'amarantacée, en fait. Et là, il y a quelques jours, les gorilles qu'on est en train de chercher, en fait, sont certainement passés là. Grossesse, c'est une expérience unique. Il devait être en train de se reposer, certainement. Il a commencé ce matin, parce que quand il se lève le matin, en fait, la première chose, il se lève vers 5h, 5h30. Il cherche à manger. Et là, il vient de descendre parce qu'il vient de vider tout ce qu'il y avait dans l'arbre, en fait, comme fruits. Là, il descend pour continuer à chercher d'autres fruits, en fait. Donc là, il n'y a rien à craindre. Quand tu es en face d'un gorille, le plus important, c'est de ne pas regarder dans les yeux. Parce que là, c'est un mâle. C'est un dos argenté. Et Ghislain, je n'ai jamais vu un gorille de si proche. Oui, ce que j'aime avec ce métier, c'est qu'il te fait vivre ce genre de moment inédit où tu es en contact vraiment avec la nature, avec la faune. Et là, c'était quelque chose de magnifique, d'incroyable. J'en suis fière et j'en garde une expérience unique. Ah, super. Tu vois, Kosas, l'expérience de l'écotourisme au Gabon, ça n'a rien à voir avec le style safari photo. On propose dans la plupart du temps dans les pays de l'Afrique de l'Est. Nous, ici, on respecte la nature et on protège l'environnement. C'est vrai, Gladys. D'ailleurs, le Gabon ne veut pas commettre les erreurs qui ont été commises dans ces pays, qui ont vu leur site se dégrader avec le tourisme de masse. Au contraire, en s'inspirant des modèles touristiques du Botswana ou des Seychelles, notre pays compte développer un tourisme qui préserve ses richesses naturelles. Voici donc les erreurs que nous ne commettrons pas. Un tourisme de masse qui érode les sites naturels jusqu'à les faire disparaître. Par ses constructions anarchiques en béton, il pollue le paysage. Les circuits touristiques souvent proposés sont des safaris photos en 4x4 où les touristes n'ont que très peu de contact avec la nature. Les populations peu impliquées dans ces circuits ne profitent presque pas des retombées financières. Voici en revanche la stratégie de l'écotourisme dont nous nous inspirons. L'écotourisme, en répartissant les touristes dans différents sites, va assurer la préservation des sites naturels. Les hébergements sont construits dans le souci de s'harmoniser avec la nature jusqu'à se fondre dans le paysage. Les circuits proposés aux touristes allient aventure, culture et contact avec les habitants. Les populations sont donc impliquées et profitent directement des retombées financières. Une stratégie qui est en passe de devenir un véritable enjeu national. L'écotourisme est un enjeu national. Excuse-moi, Kosas, mais là, je crois qu'il faut que je demande quelques petites précisions au professeur Lee White. Professeur, dites-moi, pourquoi l'écotourisme devient un enjeu national? C'est une industrie qui crée des emplois de qualité. C'est une industrie au niveau mondial qui est en train d'augmenter. Donc, dans une vision de Gabon émergent, d'un pays avec un plein emploi, c'est quelque chose qui peut être très utile
dans notre économie nationale. Ça ne va pas remplacer le pétrole, mais ça peut devenir peut-être quelque chose qui monte jusqu'à 10-15% du PIB. Et c'est un projet de développement durable par excellence, parce que ça touche tous les Gabonais. Si l'ambassadeur à New York ne fait pas de publicité et ne donne pas des visas, les touristes ne peuvent pas venir. Si à Libreville, les gens ne sont pas bien accueillis à l'aéroport, bien logés dans les hôtels de Libreville, bien reçus au Future Marina ou dans les autres hôtels qui se développent aujourd'hui, ils vont avoir une mauvaise expérience à Libreville. Donc c'est un projet qui nous pousse à améliorer le système d'éducation dans les zones rurales, améliorer le système de santé, améliorer le transport. Et après, comme on veut faire un tourisme dans la forêt, c'est un tourisme spécialisé, il faut qu'on forme les guides. Et donc il faut des gens qui sont bien éduqués, qui peuvent expliquer la biodiversité, mais qui peuvent aussi répondre aux questions sur la politique, sur l'histoire, sur la culture. Cosas, Ghislain a suivi une formation d'éco-guide, un métier qui demande une grande exigence et beaucoup de passion. Ghislain, Oui. dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'éco-guide? Depuis tout petit, j'aime la forêt, j'aime la nature, j'aime les animaux. Je n'ai pas eu la possibilité de faire des études. Je me suis arrêté en classe de 3e, mais j'ai toujours eu en moi la volonté de réussir dans ma vie, de bien gagner ma vie. Un jour, un ami vient me voir et me dit voilà, il y a une formation d'éco-guide qui est organisée. Si tu es intéressé, pourquoi pas, pourquoi tu n'y vas pas? Et puis tu vas passer une interview avec les dames. Et les dames ont voulu tester mon niveau en anglais. Et puis voilà, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Do you speak English? Yes, I do. I spent all these last 10 years working in Luango National Park. Most of my clients were English speaking. That's also how I improve my English level. But you know, Cosas, il existe des formations d'éco-guide comme celle proposée par l'ANPN. La formation donc, était basée essentiellement sur la partie théorique et une partie pratique. La théorie, c'était tous les enseignements au niveau de la classe, avec des enseignements de base et autres, savoir ce que c'est que la forêt, tel arbre. Il fallait reconnaître donc ces plantes apprises de manière très théorique sur les bancs de l'école, et sur le terrain, il fallait les reconnaître. Les premiers éco-guides de la NPN ont reçu leur diplôme en septembre dernier. Ils sont maintenant prêts à accompagner les touristes pour leur faire découvrir les mystères de notre forêt. Cosas, je ne sais pas si nous allons susciter de nouvelles vocations dans le domaine de l'écotourisme. En tout cas, ce que moi je vois, c'est que le Gabon fait beaucoup d'efforts pour répondre aux attentes de nos visiteurs. Et pour cause, Gladys, le Gabon attire à lui déjà de grands projets. C'est le cas du projet Aman Research, dont l'État est le principal actionnaire. En investissant 46 milliards de francs CFA, le Fonds gabonais d'investissement stratégique va financer la construction de 6 hôtels dans les parcs. Ce sont donc des hôtels de luxe qui se fondent dans la nature et qui sont tous construits dans un souci de développement durable. Mais pour que le tourisme se développe dans les parcs, il faut aussi assurer leur sécurité. Et dans cette mission, Gladys, les éco-gardes sont nos plus grands alliés. Justement, Cosas, je m'apprête à rejoindre les éco-gardes qui patrouillent les parcs. Et crois-moi, ils ne chôment pas. Bonjour Aurélien. Bonjour Gladys. On y va? Après vous. Le rôle des éco-gardes consiste à surveiller le parc tout au long de la journée, en veillant à la préservation des différentes espèces qui s'y trouvent. Équipés de GPS et de cartographie, ils font des missions de surveillance à travers lesquelles ils marquent le terrain, le balisent et aménagent les pistes. Ils font également des missions d'intelligence visant à constater le décès d'un animal, par exemple. Hé, mais Aurélien, regarde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, effectivement, c'est notre ami qui est passé par là, l'éléphant. Donc, avec sa trompe, il attrape un peu plus haut, il tire. Avec la pression, ça se casse. Oui. C'est le feuillage qui l'intéresse, en fait. Oui. Donc ça veut dire que si on regarde tout autour de nous, on peut aussi trouver de la vieille crotte d'éléphant. Ouais, ah si, là j'en vois. Voilà. Ce qui fait qu'il a fait longtemps qu'il est passé par là. Mais la mission principale des éco-gardes reste encore la lutte contre le braconnage.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une estimation sur le nombre d'éléphants tués? On a 15 à 20 000 éléphants tués ces 3 dernières années. Vous voyez le fait pourquoi il faut vraiment le protéger, parce que si ça continue les années antérieures, on n'aurait plus d'éléphants au Gabon. Ces braconniers-là ne chassent pas qu'avec des calibres 12, ils chassent aussi avec des fusils de guerre. Et ceux-là, parfois, peuvent faire des traversées, aller jusqu'à Libreville. Vous voyez que nous sommes à proximité de Libreville. Et c'est très dangereux, en fait. Très dangereux. Tu vois, Kozas, si on veut développer l'écotourisme au Gabon, il faut agir. D'ailleurs, on en est où de cette loi de lutte contre le braconnage? La peine contre le braconnage ne s'élève pour l'instant qu'à 6 mois de prison et elle double pour les récidivistes. La loi gabonaise est d'ailleurs l'une des plus clémentes de la sous-région. Heureusement, en février dernier, lors du sommet de Londres sur le braconnage, notre président s'est engagé à durcir cette peine à 3 ans. La révision intégrale du Code forestier est en cours, et notamment sur celle de la loi contre le trafic d'ivoire. Mais si dans certaines provinces du pays, c'est l'homme qui chasse les animaux, dans d'autres, parfois, l'homme peut en être victime. D'ailleurs, Kozas, les éco-gardes sont confrontés aux plaintes des villageois sur le terrain. Alors, Aurélien, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Les éléphants sont chassés de leur milieu naturel à cause de la grande exploitation forestière qu'il y a eu autrefois. Donc, ils ne retrouvaient plus leurs fruits, les arbres qu'ils mangeaient. Donc, ils étaient obligés de se rabattre vers les plantations villageoises. Là, au moins, s'ils trouvaient là-bas un peu de quoi se nourrir. C'est ce qui créait un peu l'impact villageois-éléphant. Dans ce cas, quelle est la solution? Il a une PN a mis en place un fusil. Donc, ce n'est pas un fusil pour chasser. C'est un fusil scientifique qui a été expérimenté dans d'autres pays, comme le Botswana. Ce ne sont pas des cartouches dangereuses. Il ne faut pas penser qu'on va mettre ça sur un éléphant, il va mourir. Non. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces cartouches? C'est un peu du piment. On tire sur l'éléphant de son côté sensible. Avec sa trompe, il va humer et ça va lui piquer à l'intérieur. Et du coup, il va se sentir menacé, il va s'éloigner directement, quoi. Alors, tu me montres comment ça marche? Ouais, c'est là où on met la cartouche. Et là, maintenant, il est chargé. Oui. Du coup, je sécurise mes éléments. Et en ce moment, c'est moi qui suis ton élément. Voilà. L'éléphant est là. On vise la partie sensible de l'éléphant. On tire. Alors là, on est en pleine forêt. Imaginons qu'on croise un éléphant. Au cas où on n'aurait pas une arme de dissuasion, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu croises un éléphant, de grâce, ne fuis pas d'abord. Si le vent va vers lui, il va ressentir que tu es là. Il va partir. Lorsqu'il fait des charges d'intimidation, il bat légèrement ses oreilles. Mais l'éléphant ne charge pas parce qu'il faut charger. Il ne charge que quand il est blessé ou lorsqu'il a un petit à côté. Merci Aurélien. Je vous en prie. Tu vois, Kozas, il est important d'apprendre à vivre en harmonie avec la nature pour que hommes et faune cohabitent avec intelligence. Mais un problème subsiste, le trafic d'ivoire qui, à terme, risque de faire disparaître l'éléphant. Tout le monde en a bien conscience, Gladys, surtout si l'on veut développer l'écotourisme dans notre pays. Du coup, pour lutter contre ce trafic, des actions scientifiques à l'échelle internationale ont été mises en place. En fait, il s'agit d'une base de données internationale qui a été créée à partir des ADN prélevés sur les carcasses d'éléphants morts. Elle sert de support aux douaniers du monde entier. Supposez qu'on ait retrouvé 500 kilos d'ivoire en Chine, par exemple. En comparant l'ADN prélevé sur l'ivoire saisi avec les ADN de la base de données, on peut très facilement savoir si cet ivoire provient de braconniers du Gabon ou d'un autre pays. Face à cette avancée scientifique, le Gabon n'est pas en reste, d'où sa participation à la création d'un laboratoire au CNRS à Libreville, le Centre national de recherche scientifique et technologique. C'est ici que seront bientôt analysés les prélèvements faits sur les éléphants retrouvés morts dans les parcs nationaux. Les scientifiques travaillent déjà sur les excréments des pachydermes pour retrouver leur ADN. Avec la création de ce laboratoire, le Gabon prouve son implication et sa fermeté dans la lutte contre le braconnage des éléphants. Mais tout ce travail ne pourrait être possible sans l'aide des éco-gardes. D'ailleurs, les scientifiques du laboratoire leur assurent une formation afin qu'ils récoltent les prélèvements sur place. Justement, on part pour Moukalaba Doudou. Wilfried, un des éco-gardes, est en formation avec Stéphanie. On vient de les appeler car une carcasse a été retrouvée près de Doussala. Quand vous arrivez sur les lieux,
quelle est la première chose que vous faites? On commence par examiner la scène. Donc la première chose qu'on peut constater, Wilfried, tu vois, quand tu vois une carcasse comme ça, les os sont déjà dispersés, presque toute la chair est déjà décomposée, donc on peut estimer que cette carcasse, elle a déjà au moins 3 ou 4 mois. Oui. Idéalement, quand on arrive devant une carcasse, c'est vrai que pour avoir un ADN de bonne qualité, on recherche de la viande fraîche. Donc je vais vous distribuer à chacun un kit d'échantillonnage. Ce sont des kits que j'ai distribués dans tous les parcs, que je remets aux éco-gardes. Donc Wilfried, c'est un kit que tu devras emmener avec toi à chacune de tes prochaines patrouilles en forêt pour être prêt à échantillonner une carcasse si tu la rencontres. Okay. Tu vas simplement tenir avec la pince et découper un petit échantillon avec ton scalpel. Alors Wilfried, une fois prélevé, qu'est-ce que tu fais de ces échantillons? J'envoie ça au laboratoire pour les analyses. Je connais quelqu'un qui pourrait les analyser. Merci Wilfried. Merci Gladys. Tiens Kosas, je t'envoie l'échantillon pour analyse. Elles sont pratiques ces boîtes aux lettres. Ah, super Gladys. Je vais enfin pouvoir analyser l'ADN de l'éléphant que tu as retrouvé mort. Qui sait, je suis peut-être sur le point de démanteler un réseau international de trafiquants d'ivoire. Tu ne vas pas me croire, Gladys. Cet ADN est identique à celui prélevé lors d'une grosse prise faite par les douaniers dans un aéroport asiatique. Ça veut donc dire que cet éléphant a bien été victime d'un gros réseau organisé de braconniers. Et on est sur le point de retrouver leurs traces. Une telle avancée scientifique est donc un moyen efficace pour freiner les trafiquants d'ivoire. Le travail des éco-gardes est capital dans cette lutte. Jusqu'en 2009, les éco-gardes avaient du mal à remplir leur mission compte tenu de leur effectif réduit. Mais grâce à l'appui de l'État, l'Agence nationale de parcs nationaux a pu doubler ses effectifs. Au total, à l'ANPN, on compte 700 agents aujourd'hui contre 200 en 2009. Mais dis-moi, Kosas, entre les expériences scientifiques et l'augmentation des effectifs de l'ANPN, tout cela a un coût. Mais qui finance? En fait, il existe 2 sources de financement pour nos parcs nationaux. Les investissements de l'État et les investisseurs étrangers. Jusqu'à très récemment, l'État n'assurait que très peu les financements des parcs. Mais depuis l'an dernier, il a changé de politique. En 2009, l'État avait investi 500 millions de francs CFA dans les parcs nationaux. En 2013, l'État a investi 5 milliards de francs CFA, soit 10 fois plus. Cette politique de financement attire les bailleurs de fonds. Résultat, les bailleurs de fonds étrangers suivent et investissent la même somme de 5 milliards de francs CFA. Ainsi, une moitié du financement des parcs est national et une autre moitié étrangère. Tous ces investissements dans les parcs nationaux ont un impact sur le développement de l'écotourisme. Et les retombées sur la population gabonaise commencent déjà à se faire ressentir. C'est vrai ça, Kosas. D'ailleurs, le village de Doussala aurait tout simplement disparu si l'écotourisme ne s'était pas développé. En 1999, les villages alentours subissent de plein fouet l'arrêt de l'exploitation forestière qui employait les villageois. Seul le village de Doussala survit grâce à l'arrivée de l'ONG Programme qui organise des circuits écotouristiques. Pisteurs, danseurs, femmes de ménage ou cuisinières, les habitants sont impliqués dans le projet et bénéficient directement des revenus issus de l'écotourisme. C'est le cas de Gisèle Ikoutou, qui s'occupe du lodge où séjournent les visiteurs. L'avantage, c'est le salaire qu'on en possède déjà. Et quand il y a des touristes, nous sommes payés. On se partage entre nous, les femmes. On a aussi une caisse là-dedans, donc on a plus d'avantages. Si l'une de nous est malade, on prend quelque chose dans la caisse pour aller à l'hôpital. Donc ça nous aide beaucoup. Avec l'organisation des soirées Bouiti, la promotion de la culture gabonaise auprès des touristes devient aussi une source de soutien économique pour les familles, comme nous le témoigne Serge Alain Koumba. Avec cet argent-là, en tout cas, je m'organise comme un homme. Après avoir trouvé un peu de l'argent, bon, je vais à la maison, je vois ma petite famille. Bon, on s'organise, je paye ce que j'ai à payer.
L'écotourisme apparaît donc comme une vraie solution de développement économique pour notre pays, tout en préservant notre extraordinaire patrimoine naturel. Chers amis, ce numéro est à présent terminé. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et surtout, n'oubliez pas de liker. Hey Gladys, pendant que toi tu t'amuses dans les parcs, moi, je pars suivre une formation d'éco-garde. Et surtout, n'oublie pas de m'envoyer les photos. Ciao! Ciao, Cosas! Avec des paysages à couper le souffle. Une faune et une flore des plus diversifiées au monde. Une forêt tropicale luxuriante. T'es pas prête de me revoir, Cosas? C'est l'aventure assurée dans les parcs nationaux. Wouh!